Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du dimanche 17 novembre 2024, épisode 96. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Au programme aujourd'hui, un malware distribué via des QR codes malveillants en Suisse par la Poste. Oui, par la Poste. Telegram remplacé par Signal dans le gouvernement français. Un faux générateur de vidéos à base d'IA diffusant des infos stealers et une vulnérabilité critique dans les routeurs TP-Link associés à la CVE 2024 11237. Vous trouverez bien entendu tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité dans la description de cet épisode. Le Centre national pour la cybersécurité de la Suisse, connu sous le nom du NCSC, a émis une alerte concernant la diffusion de logiciels malveillants via la poste nationale et un courrier papier. Oui, une lettre. Des citoyens ont reçu des lettres soigneusement falsifiées, semblant provenir de l'Office fédéral de météorologie et de climatologie. Ces courriers invitent les destinataires à scanner un code QR, ou un QR code, pour télécharger une application Android nommée Severe Weather Warning App. Cette application imite l'application officielle de Alerte Suisse, mais orthographiée Alerte Suisse avec un S majuscule au lieu du S minuscule, et présente un logo légèrement différent. L'application frauduleuse est hébergée sur un site tiers et non sur la Google Play Store officielle. Elle contient une variante du cheval de Troie Cooper, identifiée initialement en juillet 2021. Donc on rejoint ce qu'on a déjà vu à travers tous les épisodes de Radio Cessert. Il y a beaucoup de réutilisation des malwares. Cooper est spécialisé dans l'enregistrement des frappes au clavier, donc c'est un keylogger, interception des SMS d'authentification à 2 facteurs et des notifications push, ainsi que dans l'attaque des applications bancaires installées sur l'appareil, permettant le vol des identifiants et autres données sensibles. Bref, en un mot, il va vous compromettre votre device mobile. Il peut également afficher des écrans de phishing, répondre aux instructions de serveurs de command and control et requiert de nombreuses autorisations pour mener à bien ses activités malveillantes. Le NCSC a déclaré au journal The Register qu'il s'agissait de la première fois qu'il observait une diffusion de logiciels malveillants par ce moyen. C'est vrai que par une lettre, ça tue quand même. Surtout, imaginez, vous recevez une lettre des impôts et il vous dit « flashez le QR code » pour avoir soit faire un paiement, soit avoir une ristourne, etc. Non, c'est génial, quoi. C'est génial, c'est terrible pour nous, mais c'est génial. Ces lettres semblent officielles, arborant le logo correct de l'officier. Alors tout était correct, c'est-à-dire qu'il y avait c'était un vrai faux document. De plus, les fraudeurs exercent une pression dans le contenu de la lettre pour inciter les destinataires à agir précipitamment. Le NCSC a indiqué ne pas pouvoir estimer le nombre de personnes ayant reçu ces lettres, la Suisse ne disposant pas d'une obligation universelle de signalement pour de tels incidents. Cependant, l'agence a reçu des retours de plus d'une douzaine de personnes. Il faut savoir que le coût d'envoi d'une lettre en Suisse est inférieur à 1,35$ par envoi. Ça suggère que les escrocs ont principalement ciblé des individus spécifiques dans le cadre d'attaques de spear phishing. Bon, on se doute que l'abus des QR codes n'est pas vraiment nouveau, quoi. On le voyait sur les recharges de batteries de voitures électriques, on l'a vu sur les tables de restaurants. Là, recevoir quand même un courrier, c'est quand même assez gonflé. Des rapports sur ce sujet existent depuis le début des années 2010. Vous voyez, on est déjà sur quand même 14 ans d'ancienneté, voire bientôt 15 vu qu'on arrivera en 2025. Et il faut savoir que récemment, Microsoft a signalé plus de 15 000 messages contenant des codes malveillants à base de QR codes ciblant le secteur de l'éducation. Le gouvernement français a récemment intensifié ses efforts pour renforcer la sécurité des communications au sein de l'administration publique. Une circulaire diffusée par le Premier ministre Michel Barnier stipule désormais que l'application Telegram, longtemps privilégiée par les membres du gouvernement, doit être abandonnée en raison des préoccupations grandissantes liées à la sécurité et à la confidentialité. Cette directive intervient dans un contexte marqué par l'arrestation du fondateur de Telegram, Pavel Durov, par les autorités françaises cet été. Bien que Durov ait exprimé son intention de coopérer avec l'État français, l'application continue d'être perçue comme problématique. On est en train de voir une transition de Telegram vers Signal. Et contrairement à la circulaire signée il y a un an par l'ancienne première ministre Elisabeth Borne, qui déconseillait l'usage des principales applications de messagerie comme WhatsApp, Telegram, Signal, la circulaire de Michel Barnier met en avant Signal comme une alternative viable pour des échanges qualifiés de non sensibles. Signal, largement reconnu pour son chiffrement de bout en bout, se distingue par la possibilité de créer un compte sans numéro de téléphone, une fonctionnalité qui renforce l'anonymat et la confidentialité. Cette recommandation marque un changement stratégique dans les outils de communication privilégiés au sommet de l'État.
On est vraiment dans une approche fragmentée des outils de messagerie. Mais cependant, l'État français semble osciller entre plusieurs options d'après Clubic. La circulaire mentionne également que les échanges quotidiens devraient se faire via Chap, une application développée spécifiquement par l'État français. En parallèle, Olvid, une autre application française, reste recommandée pour les communications journalières les plus sensibles, surtout qu'elle est qualifiée par l'agence, par l'ANSSI. Cette segmentation des outils de communication pourrait complexifier leur utilisation pour les membres du gouvernement qui devront jongler entre plusieurs plateformes selon le niveau de sensibilité des informations échangées. C'est vrai que quand on voit l'âge moyen au Sénat, déjà s'ils arrivent à se servir d'un smartphone, c'est plutôt du miracle. Alors on voit quand même que c'est une adoption progressive dans les institutions. La transition est déjà en cours au sein de certains ministères clés tels que la justice et l'intérieur, où Telegram a été remplacé par d'autres outils sécurisés. Même le président de la République a récemment migré de Telegram vers Signal pour ses communications. Ce tournant met en lumière une volonté de s'éloigner des applications perçues comme présentant des risques, tout en adaptant des solutions plus adaptées aux besoins spécifiques de l'administration française. Des cybercriminels exploitent de faux sites web se présentant comme des outils de création de vidéos et d'images basés sur l'IA pour distribuer des logiciels malveillants ciblant les systèmes Windows et macOS. Ces campagnes utilisent des logiciels malveillants tels que LumaStealer pour Windows et Amos pour macOS, conçus pour exfiltrer des données sensibles et notamment les identifiant les portefeuilles de crypto-monnaies et les informations de navigation. Les sites frauduleux tels que editproai.pro ou editproai.org sont conçus pour imiter des plateformes légitimes incluant des bannières de cookies et de politiques de confidentialité pour renforcer leur crédibilité. Les attaquants utilisent des campagnes publicitaires sur des plateformes comme X avec des résultats de recherche optimisés pour rediriger les utilisateurs vers ces sites. Une fois sur place, les victimes sont incitées à télécharger des applications prétendues dotées de capacités avancées en IA mais qui contiennent des logiciels malveillants. Le LumaStealer, actif sur Windows, est un infostealer avancé qui extrait des informations critiques des navigateurs web comme les cookies, les mots de passe. Alors là, je vais faire une petite parenthèse. Si vous avez un navigateur vous utilisez un navigateur et que vous enregistrez les mots de passe, si vous vous faites compromettre, vous le méritez, Vous êtes juste ce que j'appelle le feignant de base. On va faire ça très sobre. Non, vous méritez de vous faire poncer. Il n'y a rien de plus simple que de sortir vos identifiants, vos mots de passe, vos cartes bancaires que vous avez enregistrées sur votre navigateur. C'est peut-être très facile au niveau de l'usage, mais c'est pas une mesure de sécurité. Vous laissez la porte ouverte, vous dites au gars, mais viens, prends-moi mes données, Voilà, c'était juste mon petit côté, mon petit énervement du dimanche. Il faut savoir que ce LumaStealer va permettre surtout de prendre le contrôle de votre machine et va permettre une exploitation persistante. C'est-à-dire qu'ils vont revenir à plusieurs reprises et ils vont vendre ces informations. Pour les macOS, le logiciel Amos adopte une approche similaire, en ciblant les mêmes types de données sensibles et en exploitant des mécanismes d'exfiltration comparables. Ce malware étant la portée des attaques aux utilisateurs d'Apple qui sont généralement moins ciblés par ce type de menace. Bon, faut faire attention, c'est du deepfake. L'IA, c'est génial, mais il faut savoir chez qui on va. Une vulnérabilité critique, identifiant sous la CVE 2024-11237, a été découverte dans certains routeurs TP-Link, notamment le modèle VN020F3V, avec le firmware version TTV 6.2 2021. Cette faille concerne principalement les appareils déployés par les fournisseurs d'accès à Internet Tunisie Télécom et Topnet ainsi que des variantes similaires utilisées en Algérie et au Maroc. La vulnérabilité réside dans un débordement de tampons basé sur la pile, c'est un stack basé de buffer overflow, qui peut être déclenché par des paquets DHCP Discover spécialement conçus. Cette faille permet à des attaquants non identifiés d'exécuter du code arbitraire ou de provoquer des conditions de déni de service, donc un DOS, en exploitant le port UDP 67 utilisé pour les communications du serveur DHCP. Des chercheurs en sécurité ont démontré que la manipulation de la structure de paquets DHCP, en particulier les options du nom DOT et les champs spécifiques aux fournisseurs, peut exploiter le mécanisme de traitement DHCP vulnérable du routeur. Un proof of concept a été développé montrant que le routeur devient immédiatement non réactif, que le serveur DHCP échoue et que des redémarrages automatiques se produisent après l'attaque. Ces effets peuvent entraîner des perturbations réseau nécessitant une intervention manuelle pour établir le fonctionnement normal. Alors, elle a été découverte le 20 octobre 2024, ça date pas d'hier, et il y a eu une notification à TP-Link le 3 novembre 2024. Le code CVE a été attribué le 15 novembre 2024, donc du 20 octobre, il a fallu pratiquement 1 mois et 5 jours pour arriver à avoir une CVE. Et à ce jour, c'est ça le côté le plus important que je vous remonte, aucun correctif officiel n'a été publié par le fabricant pour remédier à ce problème de sécurité.
En attendant une solution officielle, il est vivement conseillé aux utilisateurs concernés de désactiver la fonctionnalité du serveur DHCP. C'est une vraie galère. Si vous utilisez des outils, mettre toutes vos adresses IP en dur par rapport à vos devices dans la maison, c'est compliqué. Et il faut mettre en place un filtrage du trafic DHCP à la périphérique du réseau, de considérer l'utilisation de modèles de routeurs alternatifs. Bref, en un mot, il faut virer vos TP-Link. TP-Link n'a pas encore commenté publiquement cette vulnérabilité, ni fourni de calendrier pour une mise à jour de sécurité. Et voilà, ce podcast de Radio Cessor du dimanche 17 novembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a rapporté des informations utiles. N'oubliez pas, si vous avez des questions, des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio CCIRT au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Et encore bravo pour la victoire des Bleus hier contre les Blacks. Alors pourtant, je suis vraiment fan des Blacks, mais... 1 point quand ils l'auront mis, c'était top, c'était un super match. Pourtant la première mi-temps était mal engagée. Alors je sais pas si vous êtes fan de rugby, mais moi j'ai adoré, c'était un combat de titans et ouais, brillant quoi. Au revoir.